Voilà, mes chers collègues, nous allons débuter cette audition. Donc, merci d'avoir rejoint la bonne salle. Les équipes de la commission avaient fait en sorte que vous n'oubliez pas que cette matinée, qui va être très longue, se déroule bien en salle Clémenceau, puisque à l'issue de l'audition de M. Claude Imouvin, nous auditionnerons BHV et Chine France, et ensuite nous examinerons le rapport de Vincent Louot sur la proposition de loi de Georges Patient. Donc on a une matinée très chargée et je vous remercie d'ores et déjà de rester présent jusqu'en fin de matinée. Donc nous accueillons ce matin M. Claude Imouvin, qui est le candidat proposé par le président de la République à la fonction de président du conseil d'administration de la société Orano. Il s'agirait d'une reconduction puisque, M. Imouvin, vous occupez ces fonctions et ces responsabilités depuis le 14 mai 2020. Au terme de l'article 19 de l'ordonnance 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ainsi que des statuts de la société Orano, le président du conseil d'administration est élu parmi ses membres pour la durée de son mandat d'administrateur, soit 4 ans. En application de l'article 17 de la loi 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre aux défis de la relance de la filière nucléaire, le président du conseil d'administration de la société Orano est nommé par décret après avis des commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat dans les conditions qui sont prévues par la loi organique numéro 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du 5e alinéa de l'article 13 de la Constitution. Je tiens à préciser que cette disposition a été adoptée à l'initiative de notre collègue Patrick Chaize, qui était le rapporteur de notre commission sur le projet de loi précité. La présente audition est retransmise en direct sur le site du Sénat. Elle donnera lieu à un vote à bulletin secret pour lequel, je vous le rappelle, les délégations de vote ne sont pas autorisées. L'Assemblée nationale entendra M. Imouvin aujourd'hui à 11h15, puis nous procéderons simultanément au dépouillement pour lequel les 2 scrutateurs désignés seront nos collègues Antoinette Guhl et Bernard Buis, et je les remercie par avance d'être présents à ce dépouillement. J'ajoute qu'il ne pourra être procédé à cette nomination si l'addition des votes négatifs dans les 2 commissions représentait au moins 3/5 des suffrages exprimés. Monsieur Imouvin, vous êtes polytechnicien et ancien ingénieur en chef des mines. Vous avez débuté votre carrière à la direction régionale de l'industrie et de la recherche de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, une très belle région, avant d'occuper plusieurs fonctions au sein du ministère de l'Industrie en cabinet ministériel. Vous avez ensuite rejoint la compagnie de Saint-Gobain, où vous avez officié pendant 22 ans à différents postes, dont celui de directeur général exécutif. Vous avez enfin été nommé président du conseil d'administration d'Orano en mai 2020, mais vous siégez au sein de ce conseil d'administration depuis 2015. Pour mémoire, le groupe Areva a été démantelé en janvier 2018. 2 entreprises sont nées de ce démembrement, Framatome et Orano. Areva existe encore, mais son activité est exclusivement centrée sur l'achèvement de la construction du réacteur d'EPR situé en Finlande. Framatome est aujourd'hui une filiale d'EDF. Elle a repris des activités de conception, de construction et de maintenance des réacteurs nucléaires. Les activités du groupe Orano sont, quant à elles, centrées sur l'amont et l'aval du cycle du combustible nucléaire, à savoir l'extraction, la conversion et l'enrichissement de l'uranium, la logique nucléaire, le traitement et le recyclage des combustibles usés, ainsi que le démantèlement d'installations nucléaires. En ce sens, Orano rassemble l'essentiel des activités de la COGEMA, Compagnie générale des matières nucléaires, avant son intégration dans Areva. Le capital d'Orano est détenu
à plus de 90% par l'État français. Le capital restant est détenu à parts égales par 2 entreprises japonaises, l'entreprise publique Japan Nuclear Fuel Limited, elle aussi spécialisée dans les technologies du cycle du combustible nucléaire, et Mitsubishi Heavy Industries, spécialisée dans l'ingénierie et la construction mécanique et électrique, qui appartient au conglomérat Mitsubishi. Le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives détient quant à lui une action. Orano est donc aujourd'hui une entreprise publique. Selon vous, Monsieur le Président, la présence de l'État actionnaire avec un taux de détention du capital aussi élevé est-il un frein ou un atout pour le développement international d'un groupe de référence comme le vôtre? Par ailleurs, quelle est votre vision stratégique pour Orano au regard du vieillissement du parc historique, ce qui supposera tôt ou tard de les démanteler, et de la construction de nouveaux réacteurs dans le monde, ce qui impliquera de les alimenter en uranium? Voici les premières questions que je souhaitais vous poser. Avant de vous donner la parole, je vais inviter notre rapporteur Fabien Gay, bien sûr, à intervenir. Vous pourrez ensuite, mesdames et messieurs les commissaires, répondre. Vous pourrez ensuite, Monsieur le Président, lui répondre, bien sûr, tout en présentant votre projet pour Orano. Et ensuite, nous ouvrirons les questions à l'ensemble des commissaires et nous procéderons en prenant les questions 3 par 3. D'ores et déjà, et sans plus tarder, je cède la parole à notre rapporteur Fabien Gay et je le remercie de son travail. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, mes questions tourneront. C'est bon? Non, bon. Mais c'est un... Je remercie tout le monde. Et merci Monsieur Imouvin. Mes questions tourneront autour de 5 thèmes. Le premier thème que nous souhaitons aborder avec vous est celui de la situation financière du groupe et du financement de vos investissements. Entre 2020 et 2024, le chiffre d'affaires du groupe a progressé de façon quasi continue de près de 60%, pour s'établir à près de 5,9 milliards d'euros en 2024. En revanche, le résultat net part du groupe est plus erratique. Il était négatif en 2020 et 2022, mais positif les 3 autres années. En 2024, le résultat s'élevait à 633 millions d'euros. Le redressement financier du groupe et les bons résultats qu'il a obtenus ces dernières années méritent d'être salués, car nous rappelons, après Madame la Présidente, qu'Areva était en faillite avant son démantèlement. Je relève néanmoins que malgré les bénéfices réalisés, le groupe Orano n'a jamais versé de dividendes à l'État depuis sa création en 2018. S'agissant de l'endettement net du groupe, il est passé sur la même période de 2,15 milliards d'euros en 2020 à 775 millions d'euros. La trajectoire de désendettement mérite, elle aussi, d'être saluée. En 2024, l'État a souscrit à une augmentation de capital de 300 millions d'euros pour soutenir les investissements stratégiques du groupe, notamment le développement des capacités d'enrichissement d'uranium de l'usine Georges Besse II, située sur le site nucléaire du Tricastin, dans la Drôme. Le groupe mène par ailleurs le projet IKE, qui consiste en la construction d'une installation de production d'uranium enrichi aux États-Unis. Le coût du projet s'élève à 5 milliards de dollars et Orano vient d'obtenir un financement de 900 millions de dollars du département de l'énergie américain. Le groupe doit donc trouver 4,1 milliards de dollars pour boucler le financement de ce projet, soit environ 3,5 milliards d'euros. En outre, Orano cofinance en France les projets CIGEO et Aval du futur. Or, d'après le dernier rapport d'activité de l'Agence des participations de l'État, la capacité d'autofinancement d'Orano n'était que de 1,6 milliard d'euros en 2024. Et le groupe est noté BB- par une agence de notation. D'ailleurs, sans le soutien de l'État actionnaire, Orano aurait intégré la catégorie spéculative, ce qui aurait renchéri le coût de votre dette. Au regard de ces éléments, pourriez-vous nous donner des éléments sur les perspectives financières du groupe? Le versement de dividendes à l'État est-il envisagé et à quel horizon? Enfin, quel investissement envisagez-vous de réaliser en France et à l'étranger et comment comptez-vous les financer? Enfin, une nouvelle augmentation de capital est-elle à l'ordre du jour et le cas échéant, qui y participerait? Le deuxième thème touche à vos activités d'exploration et d'exploitation minière.
La junte militaire au pouvoir au Niger a décidé de nationaliser votre filiale Somaïr, que vous déteniez à 63%. En outre, le Niger s'est approprié 1000 tonnes de yellow cake, du concentré d'uranium, produit par Orano dans la mine d'Arlit, qu'elle aurait ensuite vendu à la Russie. Orano a cessé l'exploitation des mines nigériennes à compter du 31 octobre 2024, soit 15 mois après le coup d'État survenu dans le pays. L'exploitation minière se concentre donc sur 2 pays aujourd'hui, le Canada et le Kazakhstan. Des titres d'exploitation ont néanmoins été obtenus en Mongolie et des projets d'exploration sont conduits en Ouzbékistan. Orano veille donc à la diversification de ses sources d'approvisionnement en uranium, ce qui est heureux. Mes questions sont: où sont les procédures d'arbitrage initiées devant les tribunaux internationaux compétents visant à obtenir réparation du préjudice subi au Niger? Envisagez-vous des actions judiciaires complémentaires? Par ailleurs, n'est-il pas risqué d'investir principalement dans des pays placés sous la sphère d'influence russe? Troisième thème concerne la diversification des activités de votre groupe. Votre filiale Orano-Med est une société de biotechnologie qui développe une nouvelle génération de thérapies ciblées contre le cancer grâce aux propriétés du plomb 212. Cette activité, aussi noble soit-elle, peut interroger pour 2 raisons. D'une part, elle n'est pas liée au cycle du combustible nucléaire qui constitue le cœur de métier d'Orano. Et d'autre part, l'entreprise a perdu près de 69 millions d'euros ces 3 dernières années en raison des dépenses de recherche et de développement importantes qu'elle engendre. Je précise néanmoins que les syndicats que nous avons auditionnés, et je remercie l'administrateur qui m'a accompagné, soutiennent ce projet. En revanche, ils se montrent plus réservés s'agissant du projet Neomat de recyclage de batteries mené aux côtés d'un industriel chinois qui prévoit la création de 2 usines à Dunkerque. Orano semble s'éloigner encore plus de son cœur de métier pour un projet qui est loin d'être mature aujourd'hui. De plus, la présence d'un acteur étranger interroge sur le futur statut des salariés et leur appartenance au groupe Orano. Mes questions sont: quel est le modèle économique d'Orano-Med dont le succès des résultats cliniques reste pour l'instant incertain? Cette filiale a-t-elle vocation de demeurer dans le giron du groupe Orano ou d'être vendue à un moment donné? Par ailleurs, pourquoi le principal centre de recherche et développement est situé aujourd'hui au Texas et non en France? Et s'agissant du projet Neomat, pourriez-vous nous éclairer sur la stratégie de votre groupe? Le 4e thème concerne le climat social au sein de votre filiale Orano Recyclage. Les salariés de l'usine de Mélox dans le Gard ont obtenu une revalorisation salariale après 5 jours de grève. Or, Orano Recyclage avait réalisé un bénéfice de 100 millions d'euros en 2024, ce qui interroge sur le partage de la valeur au sein de votre entreprise. Sur le site de La Hague, les syndicats sont inquiets quant à la gestion des effectifs, au maintien des compétences et à l'attractivité du site. Par ailleurs, la Cour d'appel de Caen a condamné Orano Recyclage en juin 2024 pour discrimination syndicale à l'encontre de représentants syndicaux du site de La Hague. Enfin, plus grave encore, un fichage des représentants du personnel de l'usine a été découvert le mois dernier sur un serveur de l'entreprise. La direction, certes, s'en est excusée, reconnaissant ainsi les faits. Mes questions, M. Imouen: que se passe-t-il au sein d'Orano Recyclage? Les personnels à l'origine du fichage des représentants syndicaux ont-ils été sanctionnés? Par ailleurs, quelles mesures la direction a-t-elle prises ou va-t-elle prendre pour améliorer la gestion des ressources humaines et plus largement le climat social au sein de votre filiale? J'ai bien conscience que ces questions relèvent davantage du directeur général exécutif du groupe, fonction que vous n'exercez pas, mais vous avez probablement des éléments à nous communiquer sur le sujet. Enfin, ma dernière question et le dernier thème est relatif à l'affaire de corruption en Mongolie et à l'affaire Uramine. En décembre 2024, Orano a accepté de régler une amende de près de 5 millions d'euros, 4,8 précisément, contre l'abandon de poursuites pour corruption d'agents publics étrangers liés aux activités minières d'Areva en Mongolie entre 2013 et 2017. Cet accord a eu lieu dans le cadre d'une convention judiciaire d'intérêt public, signée avec le parquet national financier. L'affaire Uramine s'apparente quant à elle à une escroquerie de grande envergure. Pour mémoire, Areva avait acquis cette société minière canadienne en 2007 pour un montant de près de 2 milliards, alors que cette entreprise ne produisait pas d'uranium. 2 informations judiciaires sont ouvertes sur ce dossier depuis 2015. La première pour escroquerie et corruption, la seconde pour des provisions enregistrées par Areva. Je sais,
et pas vous soldez le passé. Mais une question, quelles mesures le groupe Orano a-t-il mis en œuvre pour renforcer le contrôle de conformité de ses activités et éviter que de tels errements ne se reproduisent à l'avenir? Et s'agissant de l'affaire Uramine, où en est la procédure judiciaire? Je vous remercie, Monsieur Imhoven, pour votre attention. Merci, monsieur le rapporteur. On voit que les questions de notre rapporteur sont toujours très pointues. Je vous laisse la parole bien volontiers, monsieur Imhoven, pour répondre à ces questions et puis nous présenter votre projet pour Orano. Merci, Madame la Présidente. Merci, monsieur le rapporteur. Si vous le voulez bien, je vais peut-être faire un propos liminaire pour me présenter mon projet, puis ensuite je vais reprendre toutes vos questions qui sont toutes importantes et intéressantes, même si vous l'avez souligné, beaucoup ont trait aux responsabilités du directeur général, mais bien entendu, le conseil d'administration et son président sont informés de tous les sujets d'importance pour le groupe. Donc, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, comme l'a dit Madame la Présidente, je me présente à vous à l'occasion de l'examen du renouvellement de mon mandat de président du conseil d'administration d'Orano, procédure nouvelle pour le président, puisque le président de la République a exprimé son intention, si vous l'acceptez, de me reconduire à la présidence de ce conseil pour une nouvelle période de 4 ans. Bien entendu, cette marque de confiance est un honneur pour moi et je l'espère la reconnaissance du travail accompli au cours de mon premier mandat qui a débuté en 2020, puisque j'ai pris le mandat en cours de M. Varin qui venait de quitter la présidence pour 2 ans et ensuite été renouvelé pour 4 ans. Cette fonction par nature non exécutive dans un schéma de gouvernance dissocié vise à garantir la qualité de la gouvernance et la cohérence stratégique de long terme du groupe Orano dans le respect des responsabilités propres de la direction générale. Dans ce propos liminaire, je vais donc tout d'abord me présenter, Madame la Présidente l'a fait brièvement, faire un bilan de mon mandat qui arrive à échéance, puis exposer ma vision d'Orano et ma perception des enjeux à venir. Enfin, je détaillerai les priorités qui seront les miennes en cas de renouvellement de mon mandat. Comme vous l'avez dit, je suis ingénieur de formation. J'ai fait le choix de rejoindre la fonction publique en réalisant la première partie de ma carrière dans l'administration, notamment, comme vous l'avez souligné, sur le terrain, dans une direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, en administration centrale, où j'ai été chef du service des matières premières et du sous-sol, à une époque où nous avions encore des exploitations d'uranium en France et d'autres mines d'ailleurs. À cet égard, en tant que suppléant du commissaire du gouvernement auprès de COGEMA, j'ai participé à certaines instances de direction. À l'époque, le directeur général de l'énergie et des matières premières était M. Sirota, était devenu président directeur général d'Orano. J'ai été aussi à 2 reprises en cabinet ministériel, de 88 à 89 auprès du ministre du Commerce extérieur, c'était Jean-Marie Roche, et de 91 à 93 auprès du ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur, c'était M. Dominique Strauss-Kahn dans ses premières attributions du ministre de l'Industrie auprès du ministre des Finances. En 93, j'ai rejoint le groupe Saint-Gobain où je suis resté 27 ans jusqu'à terminer ma carrière officielle. Tout d'abord dans la branche vitrage, puis en tant que délégué général du groupe pour l'Espagne, le Portugal, le Maroc. Donc j'ai dirigé les filiales de cette zone qui était à l'époque très active. Ensuite, changement climatique, je suis nommé directeur général et puis président directeur général d'une société qui est restée chère à mon cœur, Pont-à-Mousson, et ça parle peut-être pour certains d'entre vous, donc basé à Nancy, qui était... À ce titre, j'ai dirigé la branche canalisation du groupe de 2001 à 2004, fleuron de l'industrie française, des hauts-fourneaux en Lorraine. J'ai été nommé ensuite directeur général du groupe, directeur général adjoint du groupe, et j'ai dirigé et développé, jusqu'à doubler sa taille, le pôle produits pour la construction. C'est le pôle qui regroupe les marques Isover, Placo, Weber et Broutin, etc. Tout ce qui est produit pour la construction. Ensuite, le président directeur général m'a appelé auprès de lui comme numéro 2 du groupe, comme directeur général exécutif, fonction que j'ai occupée jusqu'à mon départ en janvier 2020. Ces expériences m'ont confronté à la gestion des grands projets industriels, à la conduite de stratégies de long terme, à la maîtrise des équilibres financiers, au dialogue social,
ainsi qu'aux enjeux de responsabilité environnementale, de cybersécurité. J'ai eu à gérer directement une cyberattaque majeure en 2017 contre le groupe, et des enjeux de gouvernance. C'est cette culture industrielle fondée sur le temps long, la rigueur et la responsabilité que j'ai souhaité mettre au service d'Orano et au-delà de la filière nucléaire française. En effet, en janvier 2015, à la demande du ministère de l'économie, j'ai été nommé administrateur indépendant au conseil d'administration d'Areva, en fait au creux de la vague, au moment où le gouvernement souhaitait changer la gouvernance. Auparavant, il y avait un conseil de surveillance et un directoire, et là, nous avons eu un conseil d'administration. Donc, j'ai vécu du côté de la gouvernance toutes les opérations de cette profonde restructuration qui a été évoquée et qui allait conduire à la création d'Orano en juillet 2017. Et depuis lors, je suis administrateur indépendant de cette société. J'ai été nommé, comme vous l'avez souligné, président du conseil d'administration en mai 2020, en plein confinement. Et j'ai accompagné Orano dans l'ensemble de ses phases structurantes. Donc, premièrement, la sortie de crise et le redressement financier, la stabilisation de l'outil industriel, puis plus récemment, et je m'en réjouis, l'entrée dans une phase de redéploiement stratégique dans un contexte énergétique et géopolitique profondément transformé. Tout au long de cette période, j'ai exercé mes responsabilités en tant qu'administrateur indépendant, conformément aux règles de gouvernance applicables aux entreprises à participation publique et au code AFEP-MEDEF, auquel Orano se réfère à titre volontaire. En octobre 2023, j'ai également pu apporter mon soutien à l'entreprise lors de la démission de son directeur général en assurant la fonction de directeur général par intérim jusqu'à la nomination de Nicolas Mas comme directeur général de plein exercice en mi-novembre 2023. Depuis la décision prise par le président de la République en 2015 de réorganiser la filière nucléaire française et la restructuration d'Areva, le monde a profondément changé et Orano a traversé des périodes de forte instabilité. Et les crises successives, sanitaires, énergétiques, géopolitiques, ont rappelé avec force que l'énergie est un enjeu stratégique majeur. Le nucléaire a su montrer dans ces crises d'une ampleur inédite qu'il était résilient en démontrant sa capacité à assurer la sécurité d'approvisionnement et la souveraineté énergétique de notre pays. La guerre en Ukraine a mis en lumière les questions de dépendance critique et la nécessité souvent impérieuse pour les États, et en particulier pour l'Union européenne, de maîtriser leur souveraineté énergétique. Le nucléaire connaît ainsi un regain d'intérêt mondial. Plus de 30 pays dans le monde se préparent à un développement dans le nucléaire. D'autres pays déjà équipés misent sur leur prolongation de leur parc existant et sur la construction de nouvelles tranches. Le discours de Belfort du président de la République en février 2022 a marqué en France un tournant clair. Le nucléaire a été pleinement réaffirmé comme pilier de la souveraineté énergétique, de la compétitivité industrielle et de la décarbonation. Enfin, et j'y reviendrai, nous sommes désormais engagés dans une dynamique de relance de la filière nucléaire en France, incluant la poursuite de la politique de traitement recyclage des combustibles usés et se matérialisant pour Orano par le renouvellement des installations dites de l'aval du cycle, le projet que nous appelons Aval du futur. Dans ce nouveau contexte, Orano occupe une place singulière, celle d'un acteur central du cycle du combustible, incluant la poursuite de la politique de traitement recyclage des combustibles usés et se matérialisant par Orano par le renouvellement des installations dites de l'aval du cycle. C'est le projet Aval du futur. Monsieur le rapporteur, vous y avez fait allusion et je reviendrai sur le financement. Dans ce nouveau contexte, Orano va jouer son rôle. Il est le rôle d'un maillon dans une chaîne qui est aujourd'hui parfaitement clarifiée, avec EDF qui, avec sa filiale Framatome, conçoit et opère les réacteurs, le CA qui est responsable de tout ce qui est la recherche amont, et Orano qui a la pleine responsabilité du cycle, comme vous l'avez souligné, Madame la Présidente, de l'amont, la mine, la conversion, l'enrichissement et le recyclage. Je parlerai aussi, bien sûr, dans mes réponses, des activités de diversification. Donc, dans ce contexte nouveau, et où, comme je vous l'ai dit, Orano a une place centrale, au cœur de la continuité industrielle et stratégique de la nation, le conseil d'administration que je préside a exercé pleinement son rôle, donc qui est de maintenir un niveau d'exigence maximale en matière de sûreté, de sécurité nucléaire et environnementale, en déterminant les orientations stratégiques de l'activité d'Orano et en veillant à leur mise en œuvre conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité, en déterminant, sur proposition de la Direction générale,
les orientations stratégiques pluriannuelles en matière de RSE, en prenant également en considération la raison d'être de la société qui est de, je cite, « développer les savoir-faire de transformation et de maîtrise des matières nucléaires pour le climat, pour la santé et pour un monde économe en ressources aujourd'hui et demain qui sont inscrits dans les statuts de l'entreprise. » En veillant à la solidité de la trajectoire financière du groupe, en portant une attention constante à la gouvernance des grands projets industriels, en assurant un dialogue étroit et transparent avec l'État actionnaire, en veillant à ce que l'entreprise développe des relations constructives avec EDF, premier client du groupe, pour environ 50% de son chiffre d'affaires. J'y reviendrai. À propos de la trajectoire financière du groupe, je tiens à souligner qu'en décembre 2025, l'agence Standard & Poor's a relevé la note de crédit d'Orano et sa dette senior non garantie de BB- à BBB. Monsieur le rapporteur, donc nous étions dans la catégorie des entreprises à risque et grâce au soutien d'ailleurs de l'État, mais pas uniquement, la trajectoire financière a fait que Standard & Poor's nous a réévalués. Alors, quels sont les grands enjeux du groupe Orano aujourd'hui? Le premier enjeu, et c'est essentiel, c'est d'accompagner les clients du groupe, EDF, et les électriciens mondiaux dans le renouveau du nucléaire, dont les capacités pourraient doubler, voire tripler d'ici 2050. Face à cet enjeu, la priorité est de continuer d'améliorer la performance. C'est la responsabilité de la direction générale, mais c'est le cœur de la stratégie du groupe, qui doit générer des ressources pour réaliser le plan d'investissement à venir. La tenue des engagements de production, prévus en croissance sur toutes les activités, en reste le premier pilier. En complément des progrès sur la production, la maîtrise des coûts demeure un enjeu essentiel pour le groupe, la maîtrise de la supply chain, pour parler mauvais français, de la relation fournisseur, est un levier clé pour garantir la disponibilité et la compétitivité des approvisionnements et fait l'objet d'un plan d'action spécifique. Le deuxième enjeu est de réussir les projets de développement en France et à l'étranger. Vous en avez cité quelques-uns. Le groupe pilote un portefeuille de projets de développement nécessitant des investissements significatifs, et vous l'avez souligné. Dans la mine, la priorité est d'une part d'investir pour pérenniser l'accès à l'uranium. Aujourd'hui, Orano possède des actifs miniers diversifiés géographiquement. Malheureusement, encore une fois, ce n'est pas un choix d'aller dans des pays qui sont sous l'emprise de la Russie. C'est la géologie qui commande. Nous sommes au Canada, qui pour l'instant est un pays stable, j'espère qu'il le restera, au Kazakhstan. En Ouzbékistan, nous avons plus que de l'exploration. Nous avons déjà créé une société, une JV, avec l'opérateur ouzbek Navoyuran, et l'uranium est trouvé, donc nous allons l'exploiter. La Mongolie, c'est très important. La Mongolie, c'est un élément majeur, parce que le gisement que nous avons trouvé représente à peu près autant d'uranium qu'on en a exploré et exploité en France pendant toute la durée de l'exploitation. Donc c'est très important. On va être le premier opérateur minier en Mongolie. Jusqu'à présent, la Mongolie n'exploite pas son uranium. Donc c'est un projet clé. Nous avons franchi un certain nombre de points importants. J'ai moi-même signé les accords à l'occasion de la venue de la visite d'État du président mongol en France. Nous venons de franchir encore en début d'année une nouvelle étape. Il en reste quelques-unes à franchir, mais c'est essentiel. C'est une des raisons pour laquelle, en plus de mes fonctions de président du conseil d'administration, je suis aussi, pour le MEDEF international, président des conseils d'entreprise France-Ouzbékistan et France-Mongolie. Et la Namibie, qui a sujet uramine, donc on n'y est pas malheureusement, mais la Namibie est un grand pays d'uranium, les Chinois y sont, etc. J'y étais d'ailleurs au mois de septembre, et je garde l'espoir que nous puissions réactiver nos permis, aujourd'hui que le cours de l'uranium est élevé, pour exploiter cette ressource. Donc notre enjeu, c'est vraiment diversifier autant qu'on le peut. La sécurisation des approvisionnements passe par plusieurs actions, dont la prolongation des actifs miniers, donc comme je l'ai dit, pour le Canada et le Kazakhstan, parce que généralement, quand on est dans une zone, on continue à explorer et on trouve toujours autour. Et on a notamment développé au Canada de nouvelles technologies, une technologie qu'on appelle Sabre, pour aller chercher des poches d'uranium qui ne seraient pas en conurbation avec le sujet. Il ne faut pas me lancer sur le sujet minier, parce que je vais dériver, mais quand même. Donc au Canada, ce sont les gisements les plus riches du monde, avec des teneurs supérieures à 10%, voire 20%.
mais ils ont des caractéristiques d'exploitation très compliquées. Ils sont sous des lacs, il faut congeler les terrains pour aller les exploiter, donc c'est très compliqué. Alors qu'au Kazakhstan, comme c'était au Niger ou demain en Mongolie, les teneurs sont faibles, de l'ordre de quelques ppm, on parle de dizaines de pourcents au Canada, mais on peut les exploiter beaucoup plus facilement par des processus de lixiviation in situ. Donc partout, on essaie de développer nos gisements. Le développement de nouvelles mines est en cours, je vous l'ai dit, en Mongolie, suite à l'accord d'investissement. Ces projets à l'international s'inscrivent souvent dans le cadre de partenariats diplomatiques. Je dirais, Madame la Présidente, que le fait d'être une entreprise publique nous aide pour cela. Dans des pays, je ne parle pas du Canada, mais comme la Mongolie, le Kazakhstan, etc., le fait d'avoir l'État comme actionnaire majoritaire donne de la crédibilité à ces projets, car lorsqu'on s'engage dans un pays, on s'engage à très long terme. Ce sont des investissements pour des dizaines d'années, voire des siècles. Et le fait d'avoir une entreprise publique, tout ça est bien sûr encadré par des accords intergouvernementaux, est essentiel. D'autre part, des moyens importants sont dédiés aux projets de renouvellement et d'extension des capacités à l'amont du cycle. C'est la business unit chimie enrichissement, donc il y a les sites de Malvézy, où nous accueillons le Yellowcake que vous mentionnez, pour le traiter dans sa première phase, donc en tétrafluorure d'uranium. Ensuite, on passe au Tricastin, où on a la conversion dans l'usine Philippe Coste. Le tétrafluorure d'uranium est transformé en hexafluorure. Pour ses caractéristiques chimiques, c'est la matière qu'on utilise dans les procédés de centrifugation du Tricastin. Et là, nous avons des investissements importants. Tout neuf, l'usine de Philippe Coste a été inaugurée il y a peu, il y a quelques années, 5-6 ans, il me semble. Donc elle est vraiment à la pointe de la technologie. Et nous sommes en train, vous l'avez souligné, d'accroître les capacités de l'usine de Tricastin de 30%. C'est un investissement d'1,7 milliard. Marque de confiance de l'État. L'État a souscrit à une augmentation de capital pour 300 millions d'euros. Autre marque de confiance, celle-là qui était moins attendue, parce que jusqu'à présent, les instances européennes n'étaient pas très positives pour les projets liés au nucléaire. Mais pour ce projet d'extension du Tricastin, nous avons obtenu un financement de plusieurs centaines de millions de la Banque européenne d'investissement. C'était la première fois qu'on avait un tel investissement. Je voudrais rassurer aussi cette commission en disant que ce projet, donc d'1,7 milliard, est parfaitement dans les clous, aussi bien en budget qu'en délai. Donc en 2028, nous serons capables de produire davantage d'uranium enrichi, qui ira bien sûr fournir nos clients de par le monde, notamment américains, qui dépendent encore pour beaucoup des approvisionnements russes. Donc ce projet est financé et il est en bonne voie. Donc, Georges Bess, on pourra, grâce à cette extension, j'ai des chiffres là, alimenter l'équivalent de 120 millions de foyers en énergie bas carbone grâce à cette extension de par le monde. L'extension des capacités de conversion se fait pour l'instant par la poursuite en montée de puissance de l'usine dont je vous ai parlé, Philippe Coste, mais si, dans l'avenir, il fallait augmenter ses capacités. C'est une technologie que nous maîtrisons. Nous pourrions augmenter les capacités. Vous avez ensuite parlé du projet Ike. Alors, c'est un clin d'œil avec le général, mais qui vise à construire une unité d'enrichissement d'uranium sur le sol américain dans le Tennessee et qui permettra de sécuriser les besoins des exploitants de réacteurs nucléaires américains, conformément à la réglementation américaine qui interdit à partir de 2028 l'importation d'uranium russe. Alors, ce n'est pas la même logique, encore une fois. Notre priorité, c'est la souveraineté nationale, l'approvisionnement d'uranium pour la France. Cela dit, il y a là une possibilité de croissance pour Orano, qui pourrait augmenter sa part de marché mondial. Il y a un certain nombre de jalons qui doivent être franchis pour que le conseil d'administration donne son approbation définitive, c'est clair. Aujourd'hui, le premier jalon, il est positif, c'est le fait que le gouvernement américain, en la personne du Department of Energy, ait accepté de prévoir une enveloppe de 900 millions de dollars pour ce projet. Pour montrer le renouveau de l'intérêt du gouvernement américain sur l'uranium, qu'il avait un peu délaissé, bien qu'il reste encore le premier parc mondial de réacteurs, bientôt dépassé par la Chine, ils mettent sur la table là 2,7 milliards de dollars en 3 enveloppes. Une enveloppe de 900 millions
pour fabriquer du HALEU, de l'uranium hautement enrichi, pour certains usages futurs. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'usage avéré. Une enveloppe de 900 millions de dollars pour un développement de R&D sur des technologies disruptives qui n'existent pas encore. Et pour, je dirais, réaliser une unité d'enrichissement sur leur sol, ils ont choisi un opérateur français. Donc, je dirais, c'est une belle reconnaissance de la maîtrise de cette technologie que nous pouvons avoir en France. Donc, comme je vous le disais, ce projet est considéré de manière fort positive par Orano. Il nécessitera des investissements spécifiques. Il est clair qu'on ne va pas demander une augmentation de capital à l'État pour financer ce projet. On pourrait demander, pour répondre à votre question, une augmentation de capital à l'État si on devait faire une grosse acquisition dans l'amont minier, par exemple. Et d'ailleurs, dans le conseil d'administration, le représentant de l'État a dit qu'il serait prêt à considérer ce genre d'augmentation de capital, mais on ne va pas financer cet investissement de croissance aux États-Unis par un appel au capital en France. Mais un tel projet, je dirais, c'est un projet qui est bien encadré en termes de risques techniques. On parlera du risque géopolitique peut-être. Et donc, on voit très bien qu'on est capable d'attirer des partenaires financiers ou stratégiques qui seront heureux d'investir sur le continent américain. On pense aux Japonais ou d'autres. On n'en est pas encore là. Pour l'instant, on en est à examiner toutes les conditions juridiques et techniques qui fait que ce projet pourrait se faire. Mais c'est une très bonne nouvelle, en tout cas, qu'on ait eu cette décision du DOI en début d'année. Vous avez cité aussi les nouvelles activités. Oranomed, donc filiale du groupe, qui développe des traitements de cancer à base de radiothérapie. Je réponds aux questions en même temps, ça me permet peut-être de raccourcir un peu les choses. Dans vos questions, il y avait deux aspects intéressants. Le premier, c'est est-il judicieux pour Orano de développer cette activité? Alors, la première réponse que je ferai, c'est une belle opportunité de croissance qui a été lancée à une époque où on parlait plutôt du déclin du nucléaire. Donc, c'est une idée qui sort de la paillasse, une idée qui sort du laboratoire, qui a mis du temps à se développer. Vous avez dit qu'on... un terme qui était un peu négatif, perdu de l'argent, ou quel était votre terme sur le... je dirais, nous avons investi. Tous ceux qui me connaissent ici le savent. Non, mais j'ai donné l'élément. Moi, j'interroge. Je pense que c'est une bonne chose de s'y diversifier. Je ne l'ai pas pris comme une agression. Mais c'est 69 millions de pertes. De R&D, de pertes. Non, d'investissement à R&D. Et alors, pour vous donner un ordre de grandeur, l'argent que Sanofi a mis dans la société pour rentrer au capital, puisque nous avons ouvert le capital, valorise cette start-up née de zéro à près de 2 milliards. Donc, je pense que c'est un bon investissement. Cela dit, c'est un investissement dans les biotech. Donc, aujourd'hui, nous sommes en phase 3, et je vais vous dire pourquoi nous sommes en phase 3 en Amérique. Nous avons de bons espoirs que ça va arriver à quelque chose, mais en matière de biotechnologie, on ne sait jamais. C'est suffisamment crédible pour avoir attiré un acteur de référence comme Sanofi au capital de cette société. Et j'espère que ça débouchera. Après, est-ce que ça restera chez Orano ou pas? Ça sera une décision de l'actionnaire, en l'occurrence de l'État. Mais si nous arrivons à développer une pépite dans le biomédical, dans ces technologies de traitement vectorisé du cancer, où la France n'est pas encore en pointe, je pense que nous aurons rempli une partie de notre mission. Question, pourquoi fait-on ces développements aux États-Unis et pas en France? Parce que c'est beaucoup plus rapide aux États-Unis. Renseignez-vous pour les délais qu'il faut pour ouvrir une animalerie en France. Ou comment on fait pour organiser pour des essais thérapeutiques. Donc, après, par contre, la fabrication du plomb 212, c'est en France. ATEF, c'est dans le Nord. La R&D, c'est à Bessines, que j'ai connu, moi, comme mine en exploitation. C'était la mine de la division de la Crouzille, pour ceux qui sont du coin. Donc, nous gardons le savoir-faire en France, développons. Pour le développement thérapeutique, on a été obligé de le faire aux États-Unis, mais ça profitera au monde entier si ce traitement, aujourd'hui, ça cible des cancers particuliers.
qui n'ont pas de traitement satisfaisant, des tumeurs neuroendocrines, etc. Mais il y a beaucoup d'autres possibilités. Donc, je pense que c'est un beau pari, pas forcément gagné, mais qui méritait d'être pris. Et j'espère que cela débouchera. La deuxième diversification, c'est sur les batteries. Alors, pourquoi est-on venu là-dedans ? En fait, je vous parlais de l'exploitation de l'uranium en disant qu'il y avait différentes techniques. Alors, je viens sur la seconde technique, celle où on fait de la lixiviation in situ. Donc, on va récupérer l'uranium par dissolution dans le terrain, et le jus qu'on récupère, on récupère l'uranium grâce à des filtrations, par des membranes, etc. Et quelques-uns de nos scientifiques se sont dit, mais puisqu'on sait récupérer l'uranium, pourquoi pas récupérer autre chose ? Et ça marche. Donc, on peut utiliser les mêmes technologies avec des résines différentes pour récupérer, à partir des déchets de batterie, le nickel, le cadmium, etc., tous ces métaux critiques et rares dont on a tout intérêt à les recycler plutôt qu'à aller ouvrir de nouvelles mines par le monde. Donc, on est parti de là. Rapidement, on s'est aperçu que ça ne suffisait pas, que si on voulait contribuer à la souveraineté française et européenne en matière de batterie, il fallait aussi s'intégrer dans un jalon qu'on ne possède pas du tout, excusez-moi de rentrer un peu dans le détail, qui sont les matériaux actifs de cathode et leurs précurseurs, CAM et pré-CAM. En l'occurrence, la technologie, elle est à 100% chinoise. Et le fait que nous soyons une entreprise publique, quelque part, a facilité le fait qu'on trouve un partenaire chinois, qui est le leader mondial, qui est XTC, qui accepte de s'implanter en France, à Dunkerque, pour faire une JV avec nous. C'est lui qui apporte la technologie, pour une fois, c'est le contraire, parce qu'elle n'est pas maîtrisée en Europe. Alors, est-ce qu'on fera cette usine ? Je l'espère. Pour l'instant, vous posez la question essentielle, qui est celle que le président du conseil d'administration rappelle tout le temps, c'est, pour moi, je raisonne comme si c'était une entreprise du CAC 40, autrement dit, le résultat. Si on crée de la valeur, on le fera. Si on ne crée pas de la valeur, on ne le fera pas. Un élément essentiel, c'est dans les mains du régulateur. Est-ce que l'Europe imposera un contenu européen ou pas dans ses voitures électriques sur le sujet des batteries ? Si oui, ce projet tient la route et nous serons ravis de le faire en partenariat avec nos partenaires chinois sur le sol français. Ce n'est pas indispensable à Orano. Ça serait encore une fois un beau plus pour cette entreprise publique qui a pour mission, au-delà du nucléaire, de contribuer à la souveraineté de la France. Je pense avoir répondu à vos questions sur cet aspect. Alors, maintenant, le troisième enjeu, il est de taille, c'est le grand programme Aval du futur, c'est-à-dire le renouvellement des usines de Laval. L'aval du cycle combustible que j'ai mentionné en introduction de mon propos repose en France sur une politique de traitement-recyclage qui a été décidée dès l'origine, d'ailleurs, du programme nucléaire, permettant de valoriser jusqu'à 96% de la matière contenue des combustibles usés pour en faire de nouveaux combustibles, donc d'économiser des ressources en uranium naturel dans l'amont du cycle, renforçant ainsi notre souveraineté. La France est l'une des rares nations dans le monde à disposer d'une telle maîtrise industrielle dans l'aval du cycle, qui représente un pôle d'excellence et une vitrine technologique. Aujourd'hui, dans le monde occidental, on est les seuls à le posséder. Les Japonais ont une usine, sur technologie d'ailleurs Areva, qu'ils sont en train d'essayer de mettre en œuvre. C'est un peu problématique, ça a été arrêté après Fukushima, mais j'espère pour eux qu'ils vont y arriver. Sinon, dans le monde, ceux qui possèdent ces technologies, ce sont les Russes et les Chinois. Jusqu'à présent, les Américains ne considéraient pas le recyclage comme une option intéressante. Ils se contentaient de mettre leurs déchets dans des sites sécurisés. Aujourd'hui, ils se rendent compte qu'il y a là, notamment avec la perspective des SMR, etc., peut-être une source aussi de matière intéressante, et ils commencent à réfléchir au sujet. Donc aujourd'hui, nous avons en France une vitrine. D'ailleurs, nous avons régulièrement des visites d'autorités du monde entier, notamment américaines, qui viennent visiter le site de La Hague pour voir la réalité de cette technologie. La relance du nucléaire en France et la pérennisation de la politique de traitement-recyclage nécessitent, et vous l'avez souligné, le renouvellement des usines de l'aval du cycle. Les usines actuelles auront 60 ans en 2050. Je me rappelle très bien, je suis très jeune ingénieur élève, avoir visité le chantier de La Hague, d'ailleurs la même semaine que le chantier de Crémalville. Et c'était prévu de durer jusqu'en 2040, avec la PPE précédente. Donc, nous avons dans ce programme d'Aval du futur un premier volet qu'on appelle pérennité et résilience, qui sont de faire des investissements, ils sont déjà en cours,
pour assurer la pérennité au-delà de 2040. Et après, nous avons le gros de l'investissement du futur. Alors, une précision, la majeure partie de l'investissement n'est pas financée par Orano, il est financé par EDF, qui est le client ultime. Donc ça ne pèse pas majoritairement sur le financement d'Orano. Donc ce n'est pas dans la trajectoire financière. Une fois que c'est dans celle d'EDF. Mais Orano, avec ses fonds propres, doit financer son amont minier, doit financer le développement de ses activités françaises de conversion, d'enrichissement. Il trouvera d'autres financements complémentaires s'il fait le projet HYC. La Val du Futur, c'est financé majoritairement par EDF. Je dis majoritairement parce que nous nous projetons au-delà des besoins d'EDF. On va pérenniser un site au-delà d'un siècle. Donc on ne sait pas aujourd'hui quels seront exactement les combustibles que l'on aura à retraiter. Donc il faut maintenir sur ce site une flexibilité pour pouvoir traiter d'autres types de combustibles, etc. Ça signifie quoi? Eh bien, financer notamment des travaux de R&D qui sont faits en grande partie par le CA, en partie par Orano, pour s'assurer, en temps utile, pas tout de suite, hein, ça ne va pas être construit tout de suite, d'avoir les bonnes technologies pour le retraitement de nouveaux produits. Ça peut être des MOX RNR, ça peut être d'autres types de produits. EDF finance, et c'est légitime, ses besoins pour le parc tel qu'il le projette. L'ensemble de ces sujets ont été évoqués l'an passé à l'occasion des débats parlementaires sur la programmation énergétique, et nous avons relevé qu'ils faisaient l'objet d'un consensus assez large de la part des différents groupes politiques représentés dans votre Assemblée, pas tous, pour lesquels les investissements massifs, effectivement, sont nécessaires. Donc, comme je vous le disais, les nouvelles usines de traitement en recyclage permettront de recycler à cadence industrielle le MOX usé, ce qui représentera une nouvelle étape vers le cycle fermé. Celle-ci pourrait aussi embarquer des solutions de fabrication de combustible pour des réacteurs rapides de démonstration ou le traitement de combustibles non standards, comme je vous le disais, ceux issus des réacteurs à neutrons rapides. Orano soutient résolument, bien sûr, la perspective de la fermeture du cycle du combustible, c'est-à-dire l'autonomie complète quant à l'approvisionnement en uranium naturel, sur laquelle le filière travaille de concert. Enfin, je voudrais revenir sur la relation entre Orano et EDF, sur lequel je porte une grande attention en ma qualité de président du conseil d'administration. EDF est le premier client d'Orano. Le lien entre Orano et EDF est un élément structurant de la filière nucléaire française. Il repose sur une complémentarité claire des missions et des responsabilités. Orano intervient sur les activités du cycle de combustible, tandis qu'EDF est l'opérateur du parc nucléaire et le producteur d'électricité. Le bon fonctionnement de cette articulation est essentiel à la sûreté et à la performance industrielle et à la compétitivité globale de la filière. Il est fondamental que les relations entre Orano et EDF soient stables, prévisibles et fondées sur une vision de long terme, notamment sur l'aval. La continuité des approvisionnements, la fiabilité des approvisionnements, la maîtrise des coûts sur l'ensemble de la chaîne et l'anticipation des besoins industriels conditionnent directement la disponibilité du parc nucléaire. Je souhaite à présent revenir sur mon mandat à la présidence du Conseil et en proposant un regard rétrospectif et en partageant les principaux enseignements que j'en tire. J'ai pris mes fonctions dans un contexte particulièrement exigeant, marqué par la sortie de la crise sanitaire, par un retour très rapide des enjeux de souveraineté industrielle et énergétique et par des tensions géopolitiques inédites qui ont directement affecté les chaînes d'approvisionnement, les marchés d'uranium et plus largement l'équilibre du secteur nucléaire mondial. Mon premier constat est que nous évoluons dans un environnement qui se transforme rapidement et profondément. Orano s'inscrit dans une filière historique fondée sur des compétences industrielles de très long terme, sur une culture de sûreté exigeante et sur des standards internationaux élevés. Mais le groupe a également su s'adapter à des enjeux émergents ou redevenus centraux, la relance du nucléaire civil en France et en Europe, la sécurisation durable des approvisionnements, la compétitivité du cycle du combustible, la maîtrise des impacts environnementaux, ainsi que l'intégration croissante des enjeux de cybersécurité, de résilience climatique et de responsabilité sociétale. Dans ce contexte, le rôle du conseil d'administration est d'assurer une gouvernance solide, d'anticiper les évolutions stratégiques
et d'accompagner la direction générale, qui assure le rôle exécutif, dans des décisions d'investissement structurantes qui engagent l'entreprise sur plusieurs décennies. Une attention particulière est portée à la sûreté nucléaire, à la protection de l'environnement et à la gestion responsable des matières et des déchets, qui constituent des enjeux centraux pour la crédibilité du groupe et pour l'acceptation de ses activités. Le Conseil veille également à la qualité du dialogue avec l'État actionnaire, avec les autorités de sûreté et avec l'ensemble des parties prenantes, notamment des territoires d'implantation, car la performance industrielle d'Orano ne peut être dissociée de la confiance. Anecdote à cet égard, quand j'ai été nommé président, j'ai institué un comité des parties prenantes extérieur au Conseil qui réunit des personnalités du monde extérieur à Orano, de différents horizons, pour nous aider à voir comment sont perçues nos activités par la population. Enfin, ces années ont confirmé l'importance des coopérations internationales, des partenariats industriels et la capacité d'Orano à s'inscrire dans une vision de long terme du nucléaire au service de la transition énergétique, de la souveraineté et de la sécurité d'approvisionnement dans un cadre de responsabilité et d'exigence renforcée. Si ma nomination au poste de président du conseil d'administration est confirmée, je compte apporter à Orano mon expérience avec 3 priorités. Ma première priorité sera celle d'une gouvernance exigeante, stable et tournée vers le long terme. Le conseil d'administration doit pleinement jouer son rôle de garant de la stratégie, de la solidité financière et de la maîtrise des risques dans une entreprise dont les décisions engagent des horizons industriels de plusieurs décennies. Cela suppose une attention particulière à la qualité du dialogue entre le conseil, la direction générale et les actionnaires, mais aussi la capacité du conseil à anticiper les grandes évolutions du secteur nucléaire, à éclairer les choix d'investissement et à veiller à la cohérence d'ensemble du projet industriel d'Orano. Ma deuxième priorité concernera la performance industrielle et la compétitivité du cycle du combustible, indissociable d'un très haut niveau d'exigence en matière de sûreté, de sécurité et de protection de l'environnement. Orano occupe des positions stratégiques dans le cycle du combustible, dans un contexte de relance du nucléaire et de tensions sur les approvisionnements. Le Conseil doit s'assurer que le groupe dispose des capacités industrielles, humaines et financières nécessaires pour répondre à cette demande croissante, tout en maintenant les meilleurs standards internationaux et en intégrant pleinement les enjeux de résilience, de cybersécurité et d'adaptation au changement climatique. Ma troisième priorité sera celle de la responsabilité et du dialogue avec les parties prenantes, en particulier avec les territoires, les autorités de sûreté et les partenaires internationaux. La réussite des projets d'Orano repose autant sur leur excellence technique que sur la confiance. Cela implique une politique de transparence, une attention constante à l'acceptabilité des activités, à l'impact territorial et à la contribution économique et sociale du groupe. Le conseil d'administration a un rôle clé pour s'assurer que ces dimensions sont pleinement intégrées à la stratégie du groupe et à sa trajectoire de long terme. Mesdames et messieurs les sénateurs, le président du conseil d'administration d'Orano a pour responsabilité d'inscrire l'action de l'entreprise dans le temps long, compatible avec des exigences industrielles, la sûreté nucléaire et les intérêts stratégiques de la nation. Si vous me renouvelez votre confiance, je poursuivrai cette mission avec indépendance de jugement, rigueur et sens de l'intérêt général dans un esprit de loyauté à l'égard de l'État actionnaire et d'exigence à l'égard de la direction générale. Je vais essayer de voir s'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu. Et puis ensuite, bien entendu, je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Je vais essayer de ne pas être trop long, parce que c'est un sujet passionnant. Alors, l'État actionnaire, je lui ai répondu, c'est un atout. Atout pour le temps long. Sécurisation avec les pays où l'essentiel de l'activité est encore dans le giron de l'État. Vision stratégique, je crois qu'on l'a abordé. Situation financière, juste une remarque, le résultat net n'est pas un bon critère pour Orano. Pourquoi ? Parce que nous avons des obligations, qu'on appelle obligations de fin de cycle, qui représentent 10 milliards d'euros, que nous sommes tenus de placer sous l'autorité de l'État, et nous devons, à la fin de chaque année, constater dans nos comptes la performance de ces fonds, notamment des actions. Donc ça peut fluctuer énormément. Et ce qui fait qu'on peut avoir d'excellents résultats opérationnels, mais que le résultat net soit obéré par des provisions et par une mise au marché des valeurs. Donc il faut vraiment, pour
pour juger de la performance d'Orano, regardez le cash flow généré, le résultat opérationnel, etc. Donc, vous l'avez vu, on a assisté à un magnifique redressement. J'y suis pour rien. Ce sont les directeurs généraux successifs, Philippe Knorre, à qui je rends hommage, qui a opéré la restructuration du groupe. Donc, des efforts internes, mais aussi, bien entendu, une amélioration du contexte international. Les cours de l'uranium se sont envolés, ils sont encore très élevés. La demande a augmenté. La crise ukrainienne fait que beaucoup des acteurs qui étaient majoritairement fournis en Russie. Je vous rappelle que les produits uranifères ne sont toujours pas bannis. C'est-à-dire qu'il n'est pas interdit d'importer de l'uranium de Russie. L'Amérique le fait par ailleurs. Hein. On continue d'importer de l'uranium russe. Mais beaucoup se sont dit il vaudrait peut-être mieux diversifier ses productions. Orano a un carnet de commandes qui dépasse les 10 ans. Donc, tant mieux. Nous avons Donc, la situation financière est saine. Pas suffisamment saine pour financer tous nos projets. Mais c'est normal. Dans une entreprise, quand il y a des projets avec des risques, l'actionnaire est prêt à mettre de l'argent dans le capital. Et l'argent qui a été mis au moment de la restructuration, parce que j'étais là quand, en 2015, on a dû sauver Areva, qui était en faillite, a été bien placé, parce que la valorisation de la société aujourd'hui compense largement le capital qui a été mis dans la société. Georges Besse 2, j'en ai parlé. Le projet AIC, j'en ai parlé. Les exploitations minières, vous m'avez posé une question plus spécifique sur le Niger. Bon, vous l'avez souligné, le Niger, c'est à peu près 1000 tonnes. C'est un drame pour ce pays. Un drame absolu. J'ai eu l'occasion d'aller visiter nos mines à Arlit et nous faisions vivre toute cette zone. Non seulement nous la faisons vivre, mais nous assurions une stabilité pour cette zone, qui est la zone de tous les dangers, près de la frontière algérienne, le passage de tous les trafics, etc. etc. À l'époque, nous avions la protection de l'armée nigérienne et le backup de l'armée française. Aujourd'hui, cette zone est en plein chaos. Donc, la junte au pouvoir nous a expropriés. Nous avons lancé, comme le prévoyaient nos accords, des arbitrages. Il y en a 4 en cours. Ils ne sont pas encore. Il n'y a pas eu de décision. Il y a eu une première décision qui était favorable, que l'État nigérien n'a pas respectée. Ça a été une première décision de l'un des tribunaux arbitraux de dire vous ne touchez pas au stock. Ce stock, il représente quand même 300 millions d'euros. Nous ne sommes pas sur le terrain, nous n'avons pas d'informations directes. Nous savons qu'une partie de ce stock a été déplacée vers Niamey. Pour ce que nous savons, mais on n'y est pas, il est toujours là-bas. Donc on ne sait pas à qui il est destiné et comment il va sortir. En tout cas, il est clair que nous préserverons nos droits par tout effet. C'est-à-dire que nos procédures juridiques s'adressent à l'État nigérien, mais aussi à quiconque extérieur pourrait vouloir prendre des intérêts sur ce que nous considérons comme étant notre propriété en partie. Donc, il est clair que nous continuerons à poursuivre tous ces procès. Je ne sais pas comment ça se terminera, mais en tout cas, aujourd'hui, une partie du stock a été déplacée par la junte depuis Arlit jusqu'à Niamey. Il y est toujours, pour ce que je sais, mais je n'ai pas plus d'informations. On a parlé des pays, de l'influence des pays où nous sommes. Ça, c'est la géologie qui prime. Même si, encore une fois, l'uranium n'est pas un produit si rare que ça, mais il y a des endroits où il est plus facile à exploiter que d'autres. Donc, c'est en priorité là où on va. Les projets de diversification, je crois en avoir parlé. Je vais finir par le climat social. Malgré ce que vous avez dit, monsieur le rapporteur, je crois que le climat social est bon. Je crois que vous avez rencontré les syndicats. Je n'étais pas à votre réunion, mais je pense qu'ils n'ont pas dit le contraire. En tout cas, je constate que même à La Hague, ils ont signé tous un nouvel accord salarial. Le conseil d'administration n'est pas en charge de cette gestion. Par contre, il s'y intéresse grandement. Notamment, nous examinons, parce qu'Orano le fait, ça s'appelle Oranovox, le rapport, le retour du terrain. Ils sont étonnamment positif. Je dis étonnamment, non, pas étonnamment, parce que la conjoncture est plutôt bonne. Vous parliez de Melox. Il y a une grève qui s'est arrêtée, et parce qu'elle s'est arrêtée, les buts ont été atteints, ce qui représente, en plus des accords d'intéressement, une prime de 500 € pour tout le monde. Parce que dépendait des salariés de Melox, le fait que tout le monde dans le groupe, les salariés, pas les mandataires sociaux, je vous rassure, aurait cette prime. Donc, il y a toujours des tensions, et c'est normal, mais le climat est bon. Il y a au conseil d'administration 2 administrateurs salariés qui sont
qui participent à nos travaux avec toute ouverture et nous en réjouissons. J'ai eu l'occasion, quand j'étais chez Orano, notamment directeur général, de voir à quel point la présence d'administrateurs salariés au sein des conseils d'administration est un point positif. Comme vous le savez, chez Saint-Gobain, l'actionnaire salarié est le premier actionnaire du groupe. Chez Orano, il y a un dialogue social nourri. C'est la responsabilité du directeur général, mais le conseil d'administration attache la plus grande importance. Quand je vous parlais de parties prenantes, la première des parties prenantes, bien entendu, c'est nos salariés. Vous m'avez posé des questions aussi sur les aspects juridiques. Alors, la Mongolie, comme vous l'avez souligné, toutes ces affaires-là ne concernent pas Orano, mais c'est des affaires qui datent de l'époque Areva. Une CGIP a été signée. Je pense qu'il est mieux d'arrêter les propos, même si c'est pour le passé. On a été complètement transparent vis-à-vis des autorités mongoles, comme vous les avez vus. L'accord a été signé. Et nous sommes aujourd'hui dans un processus de monitoring avec l'agence anticorruption, qui est, pour ce que j'en sais, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec le président avec les rapporteurs lorsqu'ils ont lancé leur mission. Ils sont très satisfaits des mesures de suivi qu'Orano a mis en place dès le début. C'était antérieur à l'affaire Mongolie, pour justement s'assurer que dans tous les pays où nous sommes, les standards d'éthique sont respectés. Et je peux vous dire que le président du conseil d'administration y attache une importance particulière. Donc nous sommes sous monitoring de l'agence en question, qui est satisfaite des procédures qui sont en cours. Sur l'affaire Uramine, que puis-je vous dire de plus, si ce n'est que nous sommes partie civile? C'est une affaire qui est jugée, je ne peux pas en dire plus, il y a le secret de l'instruction. Nous sommes partie civile, et bien entendu, si cette instruction montrait qu'il y a des malversations dont le Orano aurait à pâtir, nous poursuivrons et nous demanderions des compensations. Mais pour l'instant, l'affaire est en cours de jugement. Je pense avoir adressé à peu près les différentes questions. Et bien entendu, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci à vous pour à la fois cette présentation et la réponse aux questions du rapporteur extrêmement précises et détaillées. Donc, on a un certain nombre de questions de nos commissaires et comme je vous l'ai précisé au début de notre audition, on les prendra 3 par 3 et on commence avec Christian Redon-Sarrazy. Oui, merci Madame la Présidente. Merci M. Mouven pour vos propos. J'avais une première question sur le Niger, mais vous avez répondu suite à l'interpellation du rapporteur. Donc j'aurais une seconde question, mais qui n'est pas de moi, puisqu'elle est de mon collègue Jean-Claude Tissot, qui est sénateur de la Loire, qui ne peut être présent ce matin, et qui m'a chargé donc de vous la transmettre. Il existe dans son département la Loire, donc plus précisément sur la commune de Saint-Priest-la-Prune, une ancienne mine d'uranium. Celle-ci est fermée depuis 1980. C'est le groupe Orano qui en assure le suivi et la surveillance. Elle est, cette mine, la dernière à être protégée par une lame d'eau, donc un lac artificiel qui permet de bloquer les émissions nocives. Ce qui représente... Est-ce que c'est le site des Bois Noirs, c'est ça? Oui. Ouais. Ce qui représente donc des risques importants pour l'environnement et la biodiversité, tout particulièrement lors d'évaporation ou lors d'intempéries qui ont déjà causé des débordements de ce grand bassin. Le projet de remplacement de la lame d'eau par une couverture solide est en discussion depuis plusieurs années. Pouvez-vous lui préciser donc l'avancée du projet qui a été annoncé il y a quelques mois? Vous aviez indiqué espérer obtenir l'arrêté préfectoral dans le premier semestre 2026. Où en êtes-vous? Merci. Merci Madame la Présidente. Sénateur de la Drôme, bien évidemment, je voulais vous interroger sur l'extension de l'usine d'enrichissement d'uranium Georges Besse 2 sur le site du Tricastin. Vous l'avez déjà évoqué. Est-ce que vous pouvez nous indiquer la durée prévisible de ce chantier? Il me semble que vous avez annoncé une fermeture en cours 28 et le rôle que cette usine sera amenée à jouer dans les prochaines années, notamment en termes de quantité produite. Et puis vous avez récemment indiqué vouloir augmenter les capacités de stockage du déchet nucléaire à La Hague. Pouvez-vous revenir sur les ambitions de ce projet? Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, comme vous le savez, la proposition de loi sénatoriale portant sur la programmation pluriannuelle de l'énergie propose de réduire la consommation d'uranium naturel en recourant à une part de matière recyclée dans les combustibles nucléaires utilisés pour la production d'électricité. Il s'agirait d'utiliser davantage des déchets
des centrales pour fabriquer des combustibles MOX selon un procédé que vous maîtrisez très bien. C'est d'ailleurs l'objectif du projet Aval du futur conduit avec EDF, qui devrait commencer à voir le jour en 2040. Ma question est simple. Pouvez-vous nous indiquer quelle part de MOX pourrait être utilisée dans la production d'électricité dans les années à venir? L'objectif de 20% qui a fait débat en 2040 vous paraît-il raisonnable? Deuxième question. Il y a un débat aussi des spécialistes qui affirment que le coût de production du MOX est 4 à 5 fois plus élevé que celui du uranium enrichi. Qu'en est-il vraiment? Merci de vos réponses. Merci. Bon, donc je vais essayer de répondre brièvement, mais précisément. Sur le sujet des bois noirs, juste une petite digression. Je vous ai parlé du comité des parties prenantes. C'est un des premiers sujets que j'avais soumis à la sagacité de ce comité pour nous aider, parce qu'on avait des incompréhensions avec la population. Il nous a suggéré de faire appel à un tiers modérateur, ce que nous avons fait, et qui a permis de progresser. Donc, effectivement, cet ancien site est protégé par une lame d'eau, et le changement climatique, notamment le fait qu'on puisse anticiper qu'il y ait moins d'eau dans les années à venir, nous ont amené à faire ce projet, donc de le substituer par des rochers, par des blés solides. Donc, bien sûr, ce projet nécessite une grande concertation avec les autorités de tutelle, DREAL et autres, et les populations locales. Donc, il est en cours, il n'y a pas eu d'évolution récente, mais il est dans les priorités du management, notamment le responsable de la BU-Mine, avec qui je m'en suis entretenu il y a pas encore longtemps. Donc, c'est dans les sujets de l'après-mine, c'est vraiment le sujet qui est en tête de liste, et on espère que dans le courant de l'année 2026, nous aurons l'enveloppe administrative qui nous permette d'aller de l'avant. Mais mais dites-moi si c'est pas le contraire. Pour autant que je l'ai compris, moi, au sein du conseil d'administration, je pense qu'aujourd'hui, ce projet fait consensus. Vous savez. Question de mon collègue. D'accord, ok. Pour moi, je sais pas, Morgane, pour moi, il fait consensus. Simplement, il faut s'assurer que ce soit fait comme il faut, et donc avoir toutes les autorisations de la part de la DREAL. Alors, pour GB2, comme je l'ai pas mal abordé, la première des satisfactions, c'est que cet investissement ait trouvé son financement, notamment avec l'aide d'un prêt de la Banque européenne d'investissement. La deuxième satisfaction, c'est qu'il est parfaitement en temps et en heure. Je dois saluer d'ailleurs le travail fait par les équipes qui ont peut-être on sera amené à imiter ce mode de fonctionnement pour nos projets du futur. Ils ont mis en place un projet de partenariat avec tous les sous-traitants, car il y en a beaucoup pour un projet tel que GB2, dans lequel, pour éviter de rentrer dans des discussions sans fin sur les responsabilités, les claims, il a trouvé un système d'incitation positive. Autrement dit, quand on va plus vite que ce qui est atteint, on a plutôt des primes, plutôt que de discuter les claims et les revendications d'augmentation. Pour l'instant, ça marche très bien. Donc, comme je vous l'ai dit, mise en service en 2028. L'une des conditions que le conseil d'administration avait mis pour autoriser ce projet, c'était de sécuriser au moins 70% de la capacité. C'est fait. Donc, nous avons déjà en commande 70% de la capacité disponible sur cette extension. Et en plus, comme nous allons ce sont des baies qu'on rajoute, nous allons la mettre en fonctionnement de manière successive, on va absorber la sortie de manière sans à-coup. Petit détail aussi, il y a une petite entité sur le site du Tricastin dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est très intéressante. On utilise on appelle ça l'unité d'isotope stable. En fait, on utilise la même. Ceux qui ont la possibilité d'y aller, donc, monsieur le sénateur, vous êtes à proximité, vous l'avez peut-être visité. Ce laboratoire d'isotope stable utilise les mêmes technologies de centrifugation, mais pour obtenir, par exemple, du silicium ultra pur, il n'y a pas de produit radioactif. C'est juste la même technologie qui est utilisée pour purifier certains produits, notamment le silicium ultra pur utilisé dans l'ordinateur quantique. Donc, c'est sur le site du Tricastin. Donc, le site du Tricastin a un bel avenir pour les décennies qui viennent. Dernière question, elle est fondamentale, monsieur le sénateur. D'abord, merci pour
l'énergie que vous avez mis pour soutenir notre filière. Nous avons aujourd'hui besoin d'un cadre législatif, c'est certain, puisque je vous ai dit que nous avons aujourd'hui des engagements sur l'aval du futur. Il faut que, quelque part, on ait un cadre normatif qui le précise. Bon, je pense que ça viendra. Sur le sujet des RNR, votre première question était sur le MOX. Aujourd'hui, comme vous le savez, 10% de l'électricité utilisée en France vient de combustibles recyclés. Alors, la décision n'est pas d'Orano. La décision, c'est d'EDF. Si EDF estime pouvoir passer à 20%, nous pouvons suivre. C'est la raison pour laquelle, dans l'aval du futur, le premier jalon aujourd'hui, avant même la construction des nouvelles usines, c'est nouvelle piscine de stockage et nouvelle usine MOX sur le site de La Hague. Donc, je peux vous dire, je pense que le passage à 20% est raisonnable, mais la décision n'est pas chez nous. Elle est chez EDF. Alors, pour les réacteurs à neutrons rapides, comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, nous soutenons la démarche de tous ceux qui ont des projets en la matière. Nous travaillons, d'ailleurs, nos équipes de R&D sont en relation avec toutes les startups, qu'elles soient françaises ou étrangères, pour essayer d'orienter leur choix vers des types de combustibles qui nous paraissent plus faciles ou plus aisés à mettre sur le marché rapidement. Notamment, beaucoup travaillent avec du plutonium, on conseille plutôt des chlorures de plutonium plutôt que des fluorures, etc. On a donc une collaboration très étroite. Après, en termes de coûts, que ce soit du MOX ou des RNR, pour l'instant, on en est encore à des concepts un peu papier. Donc, je pense qu'il faudra passer par de vraies réalités pour s'assurer, pour vérifier si l'on est beaucoup plus cher ou moyennement plus cher que le combustible classique. En tout cas, même si c'était plus cher, je pense que fermer le cycle, même en termes d'affichage, me paraît valoir le coup. Parce que je dirais, même si, comme je le disais dans mon propos, 96% des produits sont réutilisés ou réutilisables, puisque tout n'est pas réutilisé aujourd'hui, monsieur le sénateur, je ne fournis pas les verges pour me faire battre. Donc réutilisables, il en reste 4% pour lequel l'État, dans sa grande sagesse, dès l'abord a prévu son sort, mais si on arrivait à les utiliser ou en faire moins, ça serait quand même mieux. Donc je partage votre souhait de trouver rapidement des solutions pour ce type de réacteur. Merci. On continue avec Marc Séné. Marc. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, ma question concerne la maîtrise des risques industriels et de conformité. Le cycle du combustible comporte des risques spécifiques et inhérents qui sont évidemment la sûreté, la sécurité, la criticité, les risques chimiques, les transports, la cybersécurité, et vous en avez parlé. Quels risques considérez-vous comme critiques pour Orano et comment s'organise concrètement la remontée d'informations ? Avez-vous mis en place des comités compétents? Quel est le contenu de leur reporting et quelles sont les modalités d'alerte en cas d'événements significatifs? Merci. Merci Marc. Yannick Jadot. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, vous avez évoqué plusieurs fois le concept de souveraineté qui évidemment nous préoccupe au plus haut point, particulièrement ici dans cette commission des affaires économiques. Vous avez quand même évoqué qu'effectivement, la majorité de nos importations, c'est Kazakhstan, Ouzbékistan, sous influence russe, et particulièrement de Rosatom, Mongolie, Namibie, y compris la Namibie aujourd'hui quand même assez largement sous influence chinoise. Oui, mais enfin, quand vous voyez l'ensemble des investissements de Chine en Namibie, il y a un soft power qui s'organise en Namibie, vous le savez bien, qui place de fait la Namibie aussi à risque géopolitique. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la part finalement de nos importations d'uranium naturel qui vient de pays type Australie, Canada, en qui incontestablement on peut avoir confiance? En fait, quelle est la part de réel, au fond, approvisionnement sans risque de menaces géopolitiques? Deuxième question, plus largement, et là, je reconnais que ça ne vous concerne
pas que vous, ça concerne aussi EDF et Framatome. Vous l'avez dit, il n'y a pas d'embargo sur l'uranium enrichi russe, ce qui quand même finance la guerre en Ukraine, incontestablement, y compris à travers Rosatom, qui est une entreprise sous tutelle poutinienne. De la même façon, j'imagine que vous pouvez confirmer que EDF envoie de l'uranium irradié, dit uranium de retraitement, en Russie, encore ces derniers mois. Est-ce que vous ne voyez pas dans ces liens permanents avec la Russie, là aussi, non seulement un problème moral collectif de continuer à faire des affaires avec un pays qui est en guerre contre nous en Europe, et un risque, effectivement, y compris en matière de risque pour l'ensemble de la filière nucléaire française. Enfin, toujours dans le même esprit, vous avez mentionné qu'effectivement, Orano n'avait pas forcément vocation à ne fournir que EDF en matière de combustible. Quand on regarde la situation internationale, c'est essentiellement en fait Rosatom qui construit des centrales nucléaires dans le monde. Est-ce que donc vous êtes prêt à fournir des centrales nucléaires construites par Rosatom? Ah oui, pardon, merci. Ces contrats, qui sont des contrats de longue durée, ont contribué aux bons résultats de Orano et du groupe en général, et s'inscrivent dans une logique industrielle de long terme, durable. En tant qu'entreprise à capitaux publics, ces activités engagent aussi la responsabilité de l'État français. S'agissant des matières sensibles nucléaires, quel rôle stratégique Orano souhaite-t-il jouer à l'international dans le traitement des déchets nucléaires, tout en garantissant la sécurité, la transparence et l'acceptabilité de ces opérations? Merci. Merci beaucoup. Alors, sur la question des risques, vous les avez bien ciblés. Vu par l'industriel que je suis, le premier risque que je vois, c'est un risque chimique. Nos unités sont surtout des unités chimiques, beaucoup plus que des unités nucléaires, finalement. En fait, le risque de criticité existe uniquement à l'aval. Donc, il est bien sûr pris en compte, etc. Même si nos installations sont souvent des INB, mais on a des produits... j'ai 27 ans dans l'industrie, donc on a beaucoup de tuyaux, avec du fluor, des choses... donc des risques importants. Vous l'avez vu, je suis particulièrement sensible au sujet de cybersécurité. Le comité d'audit et d'éthique du groupe et le conseil d'administration se penchent une fois par an sur le plan. Bien entendu, nous sommes sous le contrôle étroit de l'Agence nationale de l'ANSSI, ça va de soi, et nous respectons tous ces indications. Mais c'est une menace, comme vous le savez, qui est mouvante. C'est une lutte acharnée entre les gens mal intentionnés et les réponses qu'on peut leur apporter. Alors, oui, je vous rassure, il y a des plans... D'ailleurs, ils se déclenchent naturellement. Récemment, ce plan a été déclenché sur le site de Malvézy à cause des fortes pluies, etc. Donc, on a des plans au niveau de chaque site, des réunions de crise au niveau central, des exercices de gestion de crise en coordination avec les autorités, police, gendarmerie, pompiers, etc. Donc, la maîtrise du risque sous son aspect industriel, son aspect nucléaire est vraiment congénitale. En tant que président du conseil d'administration, et pour le conseil d'administration, nous devons chaque année d'évaluer de manière précise la matrice de tous les risques du groupe. Risques géopolitiques, risques financiers, risques réputationnels, risques industriels, etc. Donc, je ne suis pas en charge de ces responsabilités qui sont directement opérationnelles, mais nous veillons à ce que la direction générale le prenne en compte. Et honnêtement, je suis assez serein sur cet aspect. Orano a une culture de la sûreté et de la sécurité. Nous avons aussi une direction spéciale pour les aspects de sûreté dirigée par l'amiral Isnar, qui supervise tous les aspects liés à la sûreté. Et ils sont nombreux, comme vous pouvez l'imaginer.
Alors, les questions très importantes, M. Jadot, merci de les avoir posées. Alors, le Canada existe. Pour vous donner des chiffres, j'ai les chiffres à fin décembre. On a produit 8637 tonnes d'uranium. 4923 venaient du Canada. Moitié, plus de la moitié. En fait, quand on rajoute ce qui vient d'autres zones, d'Australie ou autres, on arrive presque à 70%. Ça ne s'y finit pas pour autant qu'on n'ait pas un risque politique, on l'a. Comme je le disais, le seul remède qu'on ait trouvé jusqu'à présent, c'est la diversification. Donc on était uniquement au Kazakhstan, on sera aussi en Ouzbékistan, aussi en Mongolie, probablement on reviendra en Namibie. Quand nos relations avec les Chinois, ce sont aussi nos clients. Notre premier client, c'est EDF, certes. Notre deuxième par zone, notre deuxième client, c'est de mémoire, c'est les États-Unis. Notre troisième client, c'est la Corée, mais la Chine vient tout juste après. Donc, ce sont nos clients aussi. Donc, ce soft power existe. Ils sont présents en Namibie. Ils sont intéressés. Ils ont constitué le plus grand stock d'uranium du monde. On ne sait pas exactement quel type de gisement ils ont sur leur territoire. Ils en ont probablement. On ne sait pas ce qu'ils exploitent, qu'ils n'exploitent pas. Donc, en la matière, on aura toujours un risque pays. On essaie de le tempérer en diversifiant les approvisionnements. Il y a d'autres types de diversification possibles. Vous savez, les Chinois, on ne se lance pas là-dedans, mais les Chinois ont même des projets un peu futuristes pour récupérer l'uranium dans l'eau de mer. À un horizon plus raisonnable, nous avons des travaux de R&D en partenariat avec l'Arabie Saoudite et le Maroc pour récupérer l'uranium dans les phosphates. Parce que les phosphates sont naturellement radioactifs. Donc, le risque est inhérent. La présence, les provenances depuis le Canada et les autres zones de l'OCDE sont importantes, mais on aura toujours une dépendance vis-à-vis de ces pays qui, comme vous le soulignez, sont dans des pays souvent enclavés, qui ont besoin de respecter un certain équilibre. C'est ce que le président mongol appelle la politique du troisième voisin. Donc, il a deux voisins importants et il souhaite un troisième. Les relations avec la Russie. Alors, je ne peux pas parler à la place d'EDF. Ce que je peux vous dire, c'est que Orano n'a plus aucun lien. Il en a eu par le passé. On avait des échanges, des contrats avec Rosatom. Aujourd'hui, on n'en a plus du tout. Je l'ai un peu souligné dans mon exposé. Le fait que les électriciens du monde occidental utilisaient en grande partie des combustibles russes, et continuent de le faire pour certains, a créé une opportunité pour Orano, parce qu'on s'est substitué à eux, on est en train de le faire, parce que ce n'est pas du jour au lendemain. On a vendu toutes nos capacités du Tricastin, et c'est la raison pour laquelle on a investi sur le site du Tricastin pour augmenter la capacité de 30%. Donc nous allons contribuer à diminuer la dépendance de ces acteurs à la Russie, mais comme vous l'avez souligné, aujourd'hui, il n'y a pas de banc, et les acteurs occidentaux, notamment américains, continuent d'importer du combustible russe. Alors, nous fournissons de l'uranium. L'uranium, ensuite, il est mis dans des gaines, etc. Ça, c'est fait par Framatome. Donc, on ne sera jamais en rapport dans la situation que vous citez, c'est-à-dire un réacteur de technologie Rosatom qui... pendant que je vous réponds, je suis en train de voir comment le cas pourrait se présenter. On aurait un pays qui serait en lien historique avec nous, mais qui aurait choisi une technologie russe pour faire son réacteur. Bon, mais nous font... Oui, bien sûr. D'ailleurs, Framatome travaille pour les substituer, justement. Notamment les centrales qui sont en Europe de l'Est, qui ont du combustible de type Rosatom. Framatome a un programme pour avoir la forme géométrique qui va dans ces réacteurs. Donc, encore une fois, nous respecterons pleinement et complètement les obligations d'embargo qui sont en vigueur à l'époque. Mais aujourd'hui, la question ne se pose pas.
Dernière question sur le traitement, le combustible. Effectivement, vous avez souligné que Orano a des capacités pour traiter des combustibles usés d'autres pays. Il l'a fait dans le passé. Aujourd'hui, en dehors d'EDF, on fait sporadiquement des contrats avec le Japon. J'espère qu'ils vont reprendre parce que c'est un business très intéressant pour la France d'ailleurs. C'est une contribution nette au commerce extérieur de la France. L'année 2024, ça a contribué au commerce extérieur de la France pour plus d'1,5 milliard. Les ventes de retraitement combustible usé. Alors, le point que je voudrais souligner, c'est que dans ce cas-là, on a toujours un accord intergouvernemental qui balise bien le fait que les déchets et les combustibles doivent retourner à l'envoyeur. Ça, c'est essentiel. Vous vous rappelez que dans le passé, on a eu beaucoup de débats, notamment avec nos voisins immédiats, allemands. On a réussi à trouver une solution parce que la conjoncture politique ayant changé, ils avaient beaucoup du mal à récupérer leurs déchets. On y est arrivé, ça a été laborieux. Avec les Japonais, on n'a aucun souci, tout se passe parfaitement bien. Ils nous envoient leur combustible usé, nous séparons le plutonium et les déchets, ils récupèrent les déchets. Ils ne peuvent pas stocker le plutonium, c'est des accords qu'ils ont eus après la sortie de guerre. Mais par contre, on fait des campagnes MOX pour eux qu'ils utilisent. Donc on espère pouvoir continuer à faire ce type de rendre ce service et on espère que d'autres clients européens choisiront la voie du retraitement. Ça nous permettra notamment d'utiliser et pourquoi pas d'appeler au financement de l'usine de Laval du Futur des partenaires de long terme comme les Japonais ou d'autres qui souhaiteraient s'assurer une partie des capacités pour leurs besoins futurs. Je pense que ça serait une bonne chose. Merci. Alors, il nous reste trois questions et on vous libérera ensuite avec Daniel Salmon. Oui, merci Madame la Présidente. Bon, beaucoup de points ont déjà été abordés. Lorsque nous avons fait une commission d'enquête sur l'électricité au Sénat, nous avons mis en évidence lors des auditions qu'il y aurait des sérieuses tensions sur la ressource uranium dès les années 2070. Alors ça paraît un peu loin, mais sachant que les réacteurs que l'on va construire sont pour de nombreuses décennies, eh bien c'est une vraie question. Vous avez commencé à y répondre un peu, mais quels sont pour vous les stocks vraiment utilisables dans le monde aujourd'hui, sachant que ce monde est plus qu'incertain. Sinon, vous avez parlé déjà, on a évoqué le Niger. Effectivement, vous avez été évincé de ce pays. Avez-vous, malgré tout, un suivi de ce qui s'y passe? Parce que on y a laissé quand même de nombreux déchets qui aujourd'hui, nous n'avons aucune vision sur la manière dont ils sont gérés. On a déjà abordé également l'uranium usé qui repart en Russie. On parle d'un contrat de 1000 tonnes. Que devient vraiment cet uranium usé puisque les Russes en ont déjà des stocks qui sont considérables? Avez-vous aussi une vraie vision sur la gestion qui est faite là-bas de ces déchets? Voilà, merci. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, moi j'aimerais poser une question sur votre responsabilité environnementale dans l'extraction minière d'uranium, également dans la gestion des déchets. Nous savons que l'émission de poussière radioactive, l'émission de radon ou tout simplement les déchets ont un impact important sur l'eau, sur les sols, sur les animaux, mais également sur la santé humaine. J'aimerais donc savoir quelle est votre politique pour limiter les effets de contamination radioactive et protéger ainsi toutes les populations locales. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, une question sur le conseil d'administration. Comment ce conseil d'administration peut-il exercer un contrôle effectif sur la direction générale alors que l'État actionnaire cumule les rôles industriels, politiques et stratégiques? Et quelles garanties nouvelles pouvez-vous apporter sur l'indépendance réelle du conseil d'administration? Je vous remercie. Merci. Alors,
Régulièrement, le conseil d'administration, que ce soit dans les séances du conseil ou son séminaire stratégique annuel, se penche sur la planification des ressources à long terme. Et effectivement, ce chiffre de 2070 ne sort pas de nulle part. Par rapport à ce qui est vu aujourd'hui, il y a des creux à combler. Et c'est pour cela qu'on s'y emploie. Je ne vais pas reprendre tout ce que je vous ai dit, mais quand même, on s'y emploie comment? On s'y emploie par l'exploration de nouvelles géologies, qui sont d'ailleurs fructueuses. Vous l'avez vu en Ouzbékistan, vous l'avez vu en Mongolie. On le fait aujourd'hui aussi en Namibie. Nous avons des permis en cours aussi au Botswana, en Australie. Donc on cherche partout. Pourquoi? Je vous l'ai dit de manière assez rapide, l'uranium n'est pas une matière si rare que ça. Il y en a dans le magma central. Comme vous savez, beaucoup d'uranium viennent en fait de la dissolution de massifs cristallins qui se sont redéposés ensuite. C'est toute une question de prix. C'est-à-dire que si le prix de l'uranium augmente, comme ça devrait être légitimement le cas en cas de pénurie, on ouvrira davantage de mines, des mines qui sont aujourd'hui plus pauvres. Ça, c'est le premier élément de réponse. Mais nous essayons de combler dès à présent ce creux en développant de nouvelles géographies, probablement en faisant des acquisitions. Pour l'instant, il n'y en a pas en cours de significatives, mais je l'ai évoqué tout à l'heure en parlant du soutien de l'État en cas 2, on pourra être amené à faire des acquisitions. Simplement, les prix en ce moment sont très élevés, donc peut-être pas le meilleur moment pour faire des acquisitions de croissance externe, mais on essaiera de combler ça. Par ailleurs, et ça rejoint une autre question, il y a une autre mine qui est sur notre sol, c'est l'uranium de retraitement, le fameux URT. Aujourd'hui, on ne l'enrichit pas en France. On l'a fait dans le passé. On l'a fait. Il y a sur le site du Tricastin, si vous visitez, vous avez certaines baies qui ont des revêtements particuliers pour pouvoir traiter cet uranium. La technologie est rigoureusement la même, c'est-à-dire que lorsqu'on le transforme en hexafluorure d'uranium, ça passe dans les mêmes centrifugeuses. Simplement, du fait que c'est un uranium de retraitement, il n'a pas exactement le même vecteur isotopique et il est plus dosant, donc il faut plus de protection. Donc, si on le voulait, c'est-à-dire si notre client le voulait, on pourrait le faire. Ça nécessiterait des investissements. Ça n'a aucun intérêt aujourd'hui à le faire au Tricastin. Ça baisserait nos capacités pour un gain minime. Mais si un jour EDF souhaite utiliser son URT en France, on pourra faire des investissements pour eux, pour le faire. Et ça, c'est une ressource. C'est comme si on avait une mine quelque part déjà disponible sur le sol français. Donc, pour répondre à votre question, on est conscient de ce creux par rapport à nos capacités aujourd'hui. On le comble par des développements de nouvelles géologies. On essaie de faire que ça ne soit pas tout dans les zones les plus risquées, mais l'uranium est là où il est. Si le prix augmente, d'autres opportunités feront le jour. Je vous parlais de la Namibie. J'y étais au mois de septembre, j'ai vu les installations qui ont été faites. Tout a été abandonné parce que lorsque ça a été lancé, le cours de l'uranium était à $120 la livre. Il est tombé à 12 après Fukushima. Il est à 75 aujourd'hui. Donc, des choses qui n'étaient pas faisables hier pourront l'être aujourd'hui. Donc, on s'y emploie. Vous avez parlé du Niger, notamment sur l'aspect déchets. Bien entendu, quand on a perdu le contrôle, on a perdu le contrôle. Donc, il n'était pas question que l'on envoie de l'argent dont on ne saurait pas quelle est l'utilité. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons cantonné les fonds nécessaires à la réhabilitation des mines arrêtées. On parle de Cominac, puisque nous avons des engagements sociétaux et nous sommes tout à fait prêts à y faire face. Aujourd'hui, on ne peut pas. On ne peut pas aller sur le pays, on n'a pas le droit d'y aller. On n'a pas confiance du tout dans la junte pour utiliser l'argent qu'on leur donnerait pour faire les rémédiations qu'il faut faire. Donc, nous avons cantonné financièrement les fonds destinés à cette réhabilitation. Et quand la situation aura évolué, nous, ou quiconque de présentable et d'accepté par nous, le ferait, on aurait bien sûr à faire face à nos responsabilités et on est tout à fait prêt à le faire. Vous avez parlé de l'uranium de retraitement. Donc, encore une fois, Orano, là-dessus,
n'est pas partie prenante. C'est le choix d'EDF. Ce n'est pas du tout ce que les Russes font. Eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient l'uranium de retraitement et l'enrichissaient. Et renvoyaient à leurs clients l'uranium enrichi. Ceux qui font des déchets ultimes, je n'ai aucune vision là-dessus. Je ne peux honnêtement pas répondre sur cet aspect-là. Par contre, comme je vous le disais, si on décide de faire du retraitement, de l'enrichissement de l'URT en France, il n'y a pas de problème de technologie. C'est rigoureusement la même technologie que celle qui est utilisée au Tricastin. Des questions environnementales sur les poussières, le radon, etc. Bien entendu, c'est la préoccupation première, je dirais, d'Orano partout où nous avons des mines. Aujourd'hui, on n'en a plus en France, mais on continue, bien entendu, à monitorer. On a parlé des bois noirs, mais il y a d'autres sites, on appelle ça l'après-mine. Les obligations, vous le savez, sont fixées par le code minier à 30 ans, et encore faut-il qu'au bout des 30 ans, on ait une acceptation des autorités du délaissement. On continue à monitorer le radon, on s'assure qu'il n'y ait pas d'empoussièrement, etc. Et on applique rigoureusement les mêmes standards dans tous les pays où l'on est. Il n'y a pas de poids et de mesure. C'est-à-dire que les standards en termes d'exposition aux doses, au rayonnement ionisant, etc., sont les mêmes qu'on soit en France, au Canada, en Mongolie, au Kazakhstan, en Ouzbékistan. C'est notre première priorité. Donc toutes les mesures, le meilleur état de l'art est pratiqué par Orano. Nous avons d'ailleurs le contrôle, bien entendu, de l'AIEA pour ce qui est des matières critiques. Nous avons le contrôle des différentes autorités de sûreté. Et nous avons aussi des benchmarks dans la profession, notamment minière, puisque c'est le point que vous soulignez, pour s'assurer, entre les différents opérateurs du monde, que on est bien informé des dernières pratiques et des meilleures pratiques en la matière. Et Orano est considéré comme étant un des meilleurs acteurs dans le domaine minier. On a des notations, d'ailleurs, par des organismes indépendants là-dessus. Donc, dernier point, c'était... Alors, le gouvernement. Le gouvernement. Alors, oui, tout à fait, tout à fait. Il y a 13 membres dans le conseil d'administration, dont 4 administrateurs indépendants, moi-même étant administrateur indépendant. Il y a un commissaire du gouvernement, qui est la directrice générale de l'énergie et du climat, qui a droit de veto. Il y a un représentant de l'État, qui est le chef du bureau compétent de l'Agence des participations de l'État. Et il y a différents autres représentants nommés à l'Assemblée générale sur proposition de l'État, mais vous allez voir, la logique est absolue. Il y a la secrétaire générale du Quai d'Orsay, qui est administratrice, l'administratrice générale du CEA, une ingénieure générale de l'armement qui est la chef du service de propulsion nucléaire au sein de la DGA, et il y a une représentante du ministère de l'économie où l'État fait le choix de prendre quelqu'un qui n'est pas une fonctionnaire. C'est une femme qui est responsable de la division de Naval Group. Donc, pour moi, je fais en sorte que le Conseil fonctionne rigoureusement comme si c'était une société comme les autres. Aucune injonction de l'État. L'État joue son rôle d'actionnaire. Il y a l'aspect tutelle exercé par le commissaire du gouvernement, notamment sur les aspects liés à la politique du cantonnement des actifs dédiés au démantèlement. Il joue son rôle, mais il n'y a pas d'injonction au Conseil. Le Conseil délibère en toute indépendance. Par ailleurs, le président du conseil d'administration a tout droit de demander tout renseignement et d'aller voir tous les sites d'Orano. Il ne s'en prive pas de le faire. Les relations avec le directeur général sont en cela d'une parfaite transparence. Donc, l'État est l'actionnaire. Il se comporte comme tel. Il y a des composantes de l'État qui ont des tâches régaliennes. Le ministère des Affaires étrangères, par exemple, lorsqu'il y a des sujets d'export, des nécessités d'avoir des autorisations. Il y a l'État dans sa tutelle économique, à travers l'APE, c'est le représentant de l'actionnaire, 90%. Il est normal que ces intérêts soient pris en compte. Je saisis au passage que je n'ai pas répondu à l'une des questions du rapporteur. Le dividende, ça me fait penser à ça. Pour la première fois, nous allons payer un dividende cette année. Bon, très bien. Faible et important. Pour nous, c'est symboliquement important. Donc, le Conseil travaille en parfaite indépendance. Je peux vous rassurer cet aspect-là. Après, s'il y avait un différend à un moment donné, à la fin,
l'actionnaire a le dernier mot, même dans une entreprise privée. Hein. Parce que là, il faudrait démettre le président du conseil d'administration. Mais bon, ça peut arriver. Merci, Monsieur Imovin, pour votre intervention devant notre commission. Nous allons maintenant passer au vote. Nous vous libérons. Nous vous souhaitons de partir à l'Assemblée nationale et de réussir, enfin, en tout cas c'est mon avis, mais cet exercice de la même façon devant la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Et comme on vous l'a dit, on dépouillera les votes entre midi et 2h. Se mettre d'accord et qu'on soit en concomitance avec la commission de l'Assemblée nationale. On vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie beaucoup pour votre disponibilité, pour vos questions et sur le terrain pour votre appui à nos activités dans vos différentes circonscriptions. Merci beaucoup.